Comment raconter une histoire avec la photo? Franchement, j'en sais rien. Alors je me suis demandé ce qu'était réellement une histoire par sa définition la plus simple qu'on pouvait trouver dans le dictionnaire Cambridge. Une histoire est le passé et tous les événements du passé. Bon, j'ai pris la première définition. Je ne vais pas me fouler sur la sémantique. Donc, lorsqu'on raconte une histoire dans la vidéo, dans un texte, dans la photo, c'est là que je suis le plus intéressé. Cette histoire est un petit peu la source de tous les événements du passé. Et ça me paraît quand même assez logique parce que finalement une histoire est la résultante d'une pensée précédente. Je ne trouve pas que ce soit si désuet de penser ainsi. Ça mérite réflexion et c'est très intéressant, surtout quand on cherche à construire une histoire à travers la photo. Ce qui n'était pas mon cas pendant très longtemps, vu que je fais de la photo de manière très spontanée. Je me suis finalement posé cette question de comment puis-je raconter une histoire. Donc je suis en train de travailler sur le sujet et c'est assez intéressant. Et j'en suis venu à un certain nombre de questions qu'il faut se poser pour pouvoir raconter une histoire et ainsi offrir la somme de tous les événements du passé dans un cadre narratif. Je me suis demandé, quand on raconte une histoire, qu'est-ce qu'on veut raconter? C'est assez intéressant de se demander ce que l'on veut raconter parce que tout change, tout évolue via le prisme de la matérialisation que j'ai traité dans ma toute première vidéo. Et aujourd'hui, je suis parti filmer avec mon petit Cybershot Sony, juste dans l'idée d'essayer de raconter une histoire. C'était une expérience intéressante et je déteste filmer, je déteste monter. D'ailleurs, c'est une galère. C'est pas une galère de parler, c'est une galère de me dire que je vais devoir monter tout ça. Mais dans la vie, il faut parfois se forcer à faire des choses pour progresser. Donc je le fais pour moi avant tout. Je me donne des challenges tous les jours. Donc que voulons-nous raconter lorsque l'on fait de la photo, de la vidéo, lorsque l'on écrit, chante, que sais-je? Alors, c'est une question vraiment horrible parce que d'un moment à l'autre, d'un événement à l'autre, d'une rencontre à une autre, tout change. Et finalement, ce qu'on raconte, je pense qu'on peut le mettre dans deux patterns, donc les patterns émotifs et les patterns, on va dire, totalement froids, déshumanisés. C'est un peu binaire dit comme ça, mais à travers tout ça, en fait, il y a une construction de nuances qui se fait justement par ce flux d'événements qui vous traverse au moment de vouloir raconter cette histoire. Et ça, c'est super intéressant en fait. Ça me fait bugger le cerveau. Bref, je passe directement à la deuxième question que j'ai notée parce que là, je viens de réaliser un truc. J'espère que vous aurez la même, enfin, une réflexion qui fait un peu bugger comme moi. Alors, la deuxième question que je me suis posée, est-ce que l'interprétation des autres passera à travers moi? Parce qu'on rejoint le prisme de la subjectivité, qui est le troisième prisme que j'ai traité dans ma première vidéo. Est-ce qu'on raconte une histoire pour soi, pour les autres, pour rien, pour créer de la connaissance, du savoir, sans attente, bien que ce soit difficile d'être désintéressé au point de ne pas avoir d'attente. Donc on raconte toujours quelque chose pour
transmuter un élément de notre existence, c'est mon point de vue. Donc, se poser cette question est primordial parce qu'elle va vous dire comment vous allez intercepter, comment vous allez accueillir le jugement et la perception des autres. Et ça, c'est important parce que suivant comment vous gérez votre ego ou votre propre personnalité, vous allez être plus impacté ou moins. Alors, c'est une interprétation très jungienne que je fais, mais c'est, je pense, très réaliste parce qu'à l'ère des réseaux sociaux, la plupart des personnes veulent être vues, reconnues, gagner leur vie avec cette facilité qu'est l'audiovisuel rapide, ce qui gâche dans une certaine mesure le travail de fond, des personnes qui travaillent très dur pour raconter des histoires et qui le font réellement pour les autres, vraiment s'abandonnent dans leur storytelling, dans leur narratif, dans leur imaginaire pour faire rêver, apporter des éléments à d'autres personnes. Et ces dernières sont noyées finalement dans un flux d'histoires à tout va, de choses qui n'ont ni queue ni tête. Donc on peut se poser la question de comment ce sera perçu et comment nous allons vivre la perception des autres. C'est se mettre à nu, raconter une histoire, c'est se mettre à nu, vu que nous déballons des événements du passé. C'est même si c'est imaginaire, c'est un fragment de notre vécu. Et je pense que c'est une question qui est assez pertinente à se poser avant de publier tout du moins une histoire, avant de la raconter. C'est épuisant de raconter, de créer, de sortir des carcans. C'est super fatigant. Et la reconnaissance peut devenir un objectif. Donc être reconnu pour ce qu'on raconte, pour les histoires réelles, imaginaires, ça peut tout changer pour un individu. Et là, je pense qu'il faut un vrai détachement. Parce que si on s'attache à l'objectif d'être reconnu, on a perdu d'avance. Parce que c'est un risque qui peut faire des dégâts au niveau du cigare, comme dirait l'autre. Et ça m'a amené directement à la troisième question que je me suis posée. Est-ce que les attentes sont pécuniaires, financières? Est-ce que les projections ne biaisent pas ce qu'on veut raconter? Ne biaisent pas finalement l'angle narratif? En se basant sur certaines attentes financières, on peut être amené à regarder des trends et se dire que c'est comme ça qu'il faut que je raconte, c'est comme ça qu'il faut que je photographie pour avoir la reconnaissance, pour avoir des likes. Et donc on s'attend à une reconnaissance qui peut apporter de la clientèle, des commandes, des spots publicitaires. On peut vous demander de faire de la publicité, du placement de produits. Donc ça, ce serait plutôt financier, mais où est-ce qu'on s'attend à être reconnu par ses pairs? Mais est-ce que nos pairs ne sont pas eux-mêmes biaisés par l'aspect financier ou par le fait d'être reconnus par leur père ou par leurs descendants créatifs? Alors là, on a ce que je pourrais appeler un dilemme qui peut nous bloquer. Et être bloqué, est-ce si mal? Je pense pas. Je pense que c'est en trouvant des solutions qu'on glow up, qu'on progresse. Et c'est pas à travers Grok ou ChatGPT que vous allez trouver des solutions. Non, c'est là. C'est pas à travers une machine. Parce que la machine va vous recracher les datas, tout ce qui se fait sur les blogs putaclic. Tout ce qui vous fait rêver, entre guillemets, et qui est, on va dire 99,8%, je jette ça comme ça, complètement faux, recraché, revu et re-revu. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc soyez bloqués. Je suis bloqué tous les jours dans plein de trucs. Tout le monde est bloqué tous les jours. Beaucoup de personnes refusent de se l'avouer. C'est une bonne chose.
En tout cas, c'est vraiment ce que je pense. C'est une bonne chose. Soyez bloqués. Et ouais, j'ai pas grand chose de plus à dire pour ce petit snap vidéo. J'ai essayé de poser à plat des questionnements qui sont selon moi importants pour progresser, être une personnalité cérébrale, une personnalité de l'action. Mais les nuances sont super importantes, hein. Tout est fait de nuances. Si on avait un graphique comme ça, les nuances ne feraient pas une ligne entre un côté et l'autre, un chiffre, un autre chiffre. Non, non, elles oscilleraient constamment. Et en fait, c'est super antifragile d'être nuancé. Parce que la fragilité, comme le disait Taleb, c'est de tout prévoir en pensant que tout se passera comme prévu. C'est un bon mot de la fin. Allez,